quand nous étions délégués de classe au lycée Madeleine Michelis, annuellement, les délégués de classe participaient au mois de mai à un dépôt de gerbes en l'honneur de Madeleine Michelis, qui a été enseignante et résistante dans cet établissement. On saluait aussi la mémoire d'une autre résistante, Jeanne Fourmentreau, qui a été, elle, surveillante générale, aussi dans cet établissement. Et c'était, en tout cas pour les délégués, et ça a été pour moi, des moments qui m'ont énormément marqué. Et je crois que ce n'est pas pour rien que j'ai souhaité, à un moment donné, dans cette carrière de personnel de direction, de prendre la direction de ce lycée Madeleine Michelis. Et quand M. Boulnois nous a fait la proposition de vous rencontrer, M. Villeray, et de témoigner de votre aussi exceptionnelle expérience, j'ai reçu au même moment un document qui est un récit que vient de publier, enfin de décrire surtout la nièce de Madeleine Michelis qui, en 2013, nous a aidés dans cette même salle à organiser les commémorations relatives au 100e anniversaire de la naissance de Madeleine Michelis. Dans cette même salle, il y a à peu près 6 ans, nous avions réuni d'anciennes élèves de Madeleine Michelis qui avaient témoigné du rapport qu'elles ont eu à Madeleine Michelis. Et ces commémorations ont permis aussi aux élèves de rendre hommage artistiquement à Madeleine Michelis. 6 ans après, c'est vous qui allez témoigner. Et le lien, je le fais assez facilement parce que dans vos années de lycée, il y a beaucoup de connaissances que vous venez d'apprendre qui vont s'évaporer, qui vont évoluer. Mais je crois que les moments comme nous organisons ce matin sont des moments qui resteront dans vos mémoires. Et j'espère qu'elles resteront aussi vives que la mémoire que j'ai pu moi-même avoir dans cet établissement. Ces rencontres, elles sont exceptionnelles. Et dans le récit que fait la nièce de Madeleine Michelis, qui n'a bien sûr pas connu Madeleine Michelis, mais qui a eu cette transmission familiale, elle parle d'un poids. Elle parle d'un poids de transmission. Elle exprime aussi combien les commémorations que nous avons organisées lui ont permis de se libérer, non pas d'un être intime, mais du destin commun que Madeleine Michelis a partagé avec ce pays. Et elle évoque aussi le sens de sa vie par rapport à sa tante. Et aujourd'hui, elle exprime parfaitement comment l'exemple de sa tante, le sacrifice de sa tante, lui permet de tenir au quotidien et donner aussi beaucoup de sens à sa vie et de transmettre à ses petits-enfants beaucoup de valeurs. La nièce de Madeleine Michelis a un pied-à-terre à Paris, un tout petit appartement, qui était juste à côté d'un café qui s'appelle La Belle Époque, qui, il y a maintenant quelques années, très courtes années, a subi les attentats. La nièce de Madeleine Michelis évoque qu'elle est allée raconter, réciter des poèmes aux victimes des familles des attentats. Et elle évoque à quel point l'exemple de sa tante a permis aussi à ces familles de passer ces moments particulièrement difficiles. Il y a quelque temps, nous évoquions aussi le sacrifice d'un colonel de gendarmerie. Vous aviez été nombreux dans le gymnase à lui rendre hommage. Et je crois que, et je l'ai évoqué à ce moment dans le discours, que ce soit le sacrifice de Madeleine Michelis, que ce soit aussi ce que vous avez vécu, Monsieur Villeray, permet aussi de tenir dans des moments difficiles. Ça sert d'exemple. Et ces sacrifices-là, comme le sacrifice du colonel de gendarmerie, s'inscrivent dans la même lignée, dans l'amour de la vie. Ça s'inscrit aussi dans une lignée historique. Ça s'inscrit aussi dans un amour de ce pays. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est un pays qui a ses défauts, mais qu'il faut aussi aimer. Et quand on voyage beaucoup, on se rend compte régulièrement à quel point parfois on l'oublie, mais il est important de vivre en liberté dans les démocraties. Et tous ceux qui, à un moment donné, ont donné leur vie ou ont participé à une histoire assez impressionnante,
contribue au fait que vous puissiez aujourd'hui être réunis, entendre, écouter, et aussi à votre tour de devenir, je vous souhaite, des passeurs d'histoire. Alors s'il faut régulièrement suspendre un petit peu le cours de nos journées, des enseignements que vous pouvez recevoir pour se réunir et vous écouter, je crois qu'il faut le faire avec grand intérêt. Je vais vous laisser, Monsieur Villeray, la parole, et on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Au préalable, je vais laisser Monsieur Bonvarlet présenter cette association et aussi les objectifs de cette association. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Alexandre. Donc Dominique Bonvarlet, membre de l'association Mine de Rien, avec Pascal Crépin, le président qui est là-bas tout en haut, un autre collègue qui est là, et Michel Malbran qui est aussi là pour faire des images et filmer. Alors le but de notre association, je connais Jean Villeray depuis longtemps, moi, et son épouse Nicole, qui se sont déplacés levés très tôt ce matin pour être là aujourd'hui. Le but de notre association, c'est de faire vivre la mémoire sociale, culturelle, historique. Donc on a décidé, après avoir eu Jean au téléphone cette année, de faire un documentaire sur ce qu'il a vécu comme fil conducteur et sur les derniers résistants ressortissants du camp du Struthof de Dachau et d'autres. Et puis sur le camp du Struthof en lui-même, le seul camp qui avait été annexé par le Troisième Reich, un camp de concentration en Alsace. Voilà, donc on va faire des images. Si vraiment certains d'entre vous, donc ça sera inclus dans le documentaire de 52 minutes qu'on montrera à la fin, après toutes ces interventions, à la fois en Alsace, dans les commémorations à Paris et avec les témoignages de Jean et d'autres. Donc toutes ces images il y a des images qui seront incluses dans le documentaire. Si vraiment il y en a certains d'entre vous qui ne veulent pas y être, il vaut mieux nous le dire pour qu'ils soient plutôt cachés, montés en fond, parce qu'on va prendre des images à la fois de Jean et puis des images de vous, jeunes, que je remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui, ainsi que les professeurs qui nous aident à faire ce travail de mémoire qui est important. Voilà. Donc bon échange avec Jean, et puis merci encore à vous d'être présents. Jean, je te laisse la parole. Merci Nicole, à toi d'être avec nous aussi. Oui, bien bonjour. Je suis, disons, mon histoire, c'est une histoire assez banale d'ailleurs. J'ai été jeune comme vous, mais je suis un des derniers rescapés Nahrtung-Nebel du camp de Nassweiler-Struthof, où ont été envoyés sur l'ordre d'Himmler à partir de 1943 les déportés les résistants européens, catalogués nuit et brouillard. C'est une dénomination spéciale qui datait du 7 décembre 1941 du maréchal Kettel. Une certaine catégorie de résistants français qui est arrêtés sur le territoire national n'étaient pas automatiquement fusillés, condamnés à mort et fusillés. Il fallait trouver autre chose pour pas que 5 résistants fusillés deviennent un héros. Eh bien, ils ont trouvé ce fameux décret Nahrtung-Nebel qui consistait à essayer de frapper un peu, de terroriser un peu les familles et les amis de tous ces résistants qui étaient arrêtés. Donc, une certaine catégorie allait devenir des Nahrtung-Nebel et était condamnée à disparaître dans la nuit et le brouillard, c'est-à-dire dans les plus brefs délais. Et j'ai fait partie, moi, il y en a eu exactement, l'abbé de la Martinière, un ancien résistant déporté, a fait des recherches et il a trouvé qu'il y avait à peu près 6000 résistants français qui ont été catalogués Nahrtung-Nebel. Pourquoi moi? Je ne sais pas, c'est le destin qui m'a mis comme ça, parce que j'ai 8 camarades qui ont été fusillés au Mont-Valérien, et vous voyez, moi j'ai fait partie de ceux qui ne devaient pas revenir. J'ai réussi, j'ai eu de la chance, j'ai un ange gardien de première qualité qui m'a protégé, qui continue d'ailleurs. J'espère que ça va encore durer longtemps. Alors vous voyez, si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. D'abord hier soir, j'ai ravivé la flamme à l'Arc de Triomphe. Hier matin, j'ai parlé aussi devant la mairie, devant le monument mort de la mairie du 16e à des jeunes comme vous aussi. Et aujourd'hui, je suis là parce que pour moi, la jeunesse, c'est une importance primordiale
la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. D'une nation, nous avons la chance, vous avez la chance d'être dans une république démocratique. Donc nous accueillons c'est une terre d'accueil aussi, et je suis assez à l'aise parce que, vous savez, depuis le temps que notre République existe, que nos colonies sont devenues, comment dire, indépendantes, nous avons aussi sur notre territoire, on peut dire, moi j'appelle ça des tout-venants, excusez-moi, mais c'est véritablement pour un peu humoristique, mais on ne choisit pas la couleur de sa peau. Vous voyez, vous êtes dans une république démocratique, la première chose à faire déjà, c'est de s'intégrer. Et pour s'intégrer dans un pays comme la France, il faut connaître l'histoire du pays dans lequel on se trouve. Et Dieu sait, on pourrait même mettre un X à Dieu, parce qu'il y en a tellement, Dieu sait ce que ça représente, l'histoire d'un pays. Et ensuite, se respecter les uns les autres, respecter les lois de la République, c'est primordial ça. Et ça, c'est pas évident, je m'en aperçois encore aujourd'hui. C'est pas facile, c'est facile et pas facile. Et mon histoire, eh bien, elle commence, moi, dans les années, disons, 31-32, où mon père, qui était de l'assistance publique, eh bien, il a été placé aussi dans une ferme dans le Nord, à Canaples. Il était tellement bien, il était battu, il s'est retrouvé du côté de Bouc-Maison, dans la Somme, au Swick. Et là, à 17 ans, il était placé dans une ferme par l'assistance publique. Vous savez qu'il ne pouvait pas se permettre de les garder éternellement. Sitôt qu'ils étaient en âge de travailler, on les plaçait dans des fermes. Et là, quand il a eu 17 ans, il était dans une ferme, il était très bien d'ailleurs. Il a décidé de s'engager en 1915, il avait 17 ans, donc il avait le droit. Il s'est engagé dans l'armée française pour la durée de la guerre. Il était dans l'artillerie, les 75, il a combattu. Il a fini maréchal des logis. C'est un exemple pour moi parce que mon père n'a pas connu sa mère, n'a pas connu son père. Personne le soir ne le bercer avant qu'il s'endorme, vous voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai eu 3 enfants qui jamais se sont doutés de ce qu'avait pu subir leur grand-père. Vous voyez. Et c'est primordial ça. Alors, vous, la jeunesse, vous êtes l'avenir d'une nation. Je pourrais vous dire que parmi d'entre vous, peut-être un jour, je le dis souvent d'ailleurs aux jeunes, il y aura peut-être quelqu'un qui sera président de la République. Vous voyez, mais je souhaite que vous ne soyez pas banquier à l'époque quand même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est banquier. Et vous savez que les banquiers, c'est fait pour gérer l'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre devenir. Donc, nous avons combattu, moi j'ai combattu parce que, disons que j'étais féru d'histoire à l'époque, aussitôt que j'ai commencé à lire couramment et à être allé à la grande école, ma principale lecture à chaque fois qu'on reprenait l'école au mois d'octobre, c'était mon livre d'histoire de France. Donc j'ai commencé par les cités lacustres et tout ce qui s'ensuit, et pour arriver à cette Première Guerre mondiale, qui a capté toute mon attention, parce qu'on était victorieux, si on peut dire, parce que ce traité de 1919, ce traité de paix signé à Versailles en 1919, avait en lui tous les germes qu'il fallait pour aller avoir un second conflit une vingtaine d'années après, une génération après. Et c'est ce qui est arrivé à partir de 1933. On entendait les vociférations à la radio du chancelier Hitler. Aussitôt qu'il a été élu, qu'il a pris le pouvoir démocratiquement, il a été élu démocratiquement, il a commencé à réarmer son pays qui n'avait pas le droit, par les fameux traités de paix de 1919. Il n'a rien respecté, il a commencé à réarmer. Donc vous savez, un pays qui n'est menacé par personne et qui malgré tout, faisant fi de tous les accords signés, les déchire d'une façon désinvolte, eh bien, c'est pas bon signe. Un pays qui se réarme, c'est qu'il a envie d'en attaquer un autre. Et malheureusement, au fur et à mesure qu'il a pris de la force, il y a eu la réoccupation de la rive gauche du Rhin, au mépris du traité de Versailles. Il y a eu
l'Anschluss, il y a eu les Sudètes, il y a eu aussi cette guerre d'Espagne où les nazis ont essayé leur matériel de guerre, leurs avions de bombardement, les Stukas, enfin vous voyez tout ce qui avait trait à une nouvelle guerre d'expansion. Tout le monde savait que le chancelier Hitler avait des projets surtout vers l'est de l'Europe pour son espace vital. Donc de concession en concession, eh bien, nous en sommes arrivés en 1938 à ces fameux accords de Munich, où là, encore une fois de plus, le chancelier Hitler a dit que c'était sa dernière réclamation après les Sudètes. On lui a livré carrément la Tchécoslovaquie au chancelier Hitler. Et puis, il restait encore ce fameux corridor de Danzig. Et là, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Là, les Polonais n'ont pas été d'accord. Et le 1er septembre 1939, les Allemands ont attaqué la Pologne. Après avoir signé un traité de non-agression avec l'URSS, parce qu'il ne voulait pas avoir la guerre sur plusieurs fronts, il a donc fait cadeau de la moitié de la Pologne à l'URSS, ce qui lui a fait peut-être perdre cette Seconde Guerre mondiale, parce qu'en 1941, il a été obligé de reconquérir la moitié de la Pologne qu'il avait cédée à l'URSS. Et là aussi, il a perdu du temps. Mais enfin, le 1er septembre, les armées nazies envahissaient la Pologne. Le 3 septembre, dans l'après-midi, nous déclarions la guerre à l'Allemagne. La drôle de guerre, comme on a appelé ça, puisqu'il a fallu attendre le 10 mai 1940 pour voir les divisions allemandes, les divisions blindées allemandes, déferler sur le nord de la France. Et le 23 juin 1940, eh bien, c'était l'armistice qui était signé. Et un nouvel État allait être mis en place, c'était l'État de Vichy, dont la devise n'était plus liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Pour nous, les jeunes, c'était véritablement incompréhensible. Notre armée française, j'avais été les voir défiler le 14 juillet 1939 sur les Champs-Élysées. Elle était réputée comme une des premières du monde. Elle était, en l'espace de même pas un mois, elle était obligée de signer un armistice, alors qu'évidemment, on aurait pu continuer à combattre en Afrique du Nord. Le destin en a voulu autrement. Donc, pour nous, c'était un peu un soulagement, parce que j'avais quand même fait l'exode en vélo, puisqu'à l'époque, vous savez, sur les routes, les chasseurs allemands s'en sont donnés à cœur joie, parce qu'il y avait des colonnes entières où les militaires français étaient mélangés avec les civils. Eux, ils étaient en retraite aussi. Et vous voyez, c'était indescriptible aussi, ça. Et le 18 juin, une fois que j'étais revenu en vélo, toujours depuis Bourges jusqu'à Paris, où les Allemands m'avaient rejoint, eh bien, on a entendu parler de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'était un général qui avait écrit un livre, sur les blindés d'ailleurs, qui préconisait l'armée blindée. On n'en a pas beaucoup tenu compte. Et eh bien, lorsqu'on a appris cet appel, il nous a redonné l'espoir à ceux qui évidemment refusaient l'occupation et cet armistice. Et là, il y avait plusieurs choix à faire. Il y avait 3 choix à faire. Ou attendre, ou collaborer activement avec le gouvernement de Vichy, ou écouter l'appel du général de Gaulle. Évidemment, moi j'étais déjà anti-nazi par le déroulement de ma jeunesse par le nazisme, surtout cette guerre d'Espagne qui m'avait beaucoup frappé, parce qu'on a quand même laissé assassiner l'Espagne républicaine tranquillement et de laisser le pouvoir au général Franco, franquisme, donc qui faisait partie de la bande Hitler, Mussolini et autres. Et j'ai choisi, j'ai écouté l'appel du général de Gaulle. Je suis devenu résistant dans l'âme, mais c'était pas facile de trouver à l'époque un monument, comment dirais-je, pour s'engager dans un mouvement de résistance, c'était pas facile. Donc
j'attendais l'occasion favorable. 1941 est arrivé, et les Allemands, évidemment, ont déchiré le traité de non-intervention et d'assistance mutuelle avec l'URSS, ont attaqué l'URSS, et ça s'est mal passé. Donc en 1942, eh bien, ils avaient eu tellement de pertes qu'il a fallu qu'ils piochent dans les usines, dans les campagnes, pour mobiliser de nouvelles troupes pour aller combattre sur le front soviétique surtout. Et évidemment, dans les territoires occupés, il y avait quand même les 2 tiers de notre pays qui étaient envahis et la France libre qui était dans le 3e tiers. Donc ça s'appelait la zone libre. Et en 1942, les Allemands avaient besoin de remplacer cette main-d'œuvre qui était repartie sur les fronts. On faisait de la pub déjà, nous disant ouvrier français, va travailler avec ton camarade, parce que ça allait lutter contre le bolchevisme, viens travailler avec ton camarade allemand, avec un bon salaire évidemment, puisqu'ils pillaient allègrement tous les pays occupés. Ils avaient occupé les 3 quarts de l'Europe, donc le ravitaillement ne leur manquait pas à l'époque. Mais il y a eu des volontaires français qui sont partis travailler en Allemagne à l'époque. Il n'y avait pas encore les gros bombardements qu'ils ont eu après. Et ensuite, là, ça ne marchait pas. Alors, le Gauleiter Sauckel, qui s'est occupé de la main-d'œuvre dans les territoires occupés, avec le président Laval, donc du gouvernement de Vichy, ont mis au point un accord qu'on a appelé la relève, qui consistait à envoyer des ouvriers majeurs, c'est-à-dire qui avaient dépassé les 21 ans, travailler en Allemagne. Donc là, c'est un accord allemand-français. Et pour 3 ouvriers français qui partaient travailler en Allemagne, on libérait un prisonnier de guerre français. Parce qu'en 1940, quand même, on a eu près de 2 millions de soldats français prisonniers. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Les accords, ce contrat signé entre Sauckel et Laval s'est mis en place, mais n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Et avec des camarades, on se disait, parce qu'on regardait quand même tous les soirs, on écoutait la radio anglaise, évidemment, et on s'est dit, bon, ils prennent que les ouvriers majeurs, mais un beau jour, ils vont prendre aussi ceux qui ne sont pas encore en majorité. Et à l'époque, je travaillais en usine, j'étais tourneur, et on a vu arriver le moment où ils allaient nous alpaguer, comme on dit. Et on a décidé, avec 3 autres de mes camarades, on a décidé de partir en zone libre et d'essayer de rejoindre les forces du général de Gaulle, les forces françaises libres, en passant de l'autre côté de la Méditerranée, donc de gagner l'Afrique du Nord. Et le 5 novembre 1942, nous franchissions la ligne de démarcation en plein jour. Vous savez, quand on est jeune, on n'a peur de rien, on était un peu des aventuriers à l'époque, disons. Eh bien, nous avons franchi cette ligne de démarcation sans passeur. On n'avait pas d'argent pour nous payer un passeur, parce qu'il y avait des passeurs professionnels à l'époque aussi, moyennant finance. Nous, on a passé ça en plein jour, donc on n'a pas rencontré de patrouille avec les chiens, rien. On est arrivé en zone libre, à Dain-sur-Oron. Là, il nous fallait de l'argent pour continuer notre périple, parce que mes parents ne m'avaient pas donné assez d'argent pour pouvoir subsister en zone libre. Donc on a trouvé du travail dans une compagnie de charbon de bois. Du charbon de bois qu'on faisait industriellement, parce qu'à l'époque, il fallait du charbon de bois pour mettre dans les gazogènes, pour faire fonctionner les voitures. Et là, le 8 novembre 1942, c'est un dimanche, on apprend que les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Ça nous a véritablement réjouis. On croyait aussi qu'ils allaient débarquer sur les côtes de Provence. Non, le 11 novembre, eh bien, la Wehrmacht franchissait la ligne de démarcation et occupait tout le territoire français, c'est-à-dire toute cette zone soi-disant libre. Et de plus, ça a coûté à la flotte française qui n'a pas voulu, sur l'ordre de ses amiraux, rejoindre l'Afrique du Nord. Eh bien, cette flotte française s'est sabordée
Ça aussi, c'était une catastrophe pour les Alliés, parce que ça aurait pesé lourdement sur la balance en défaveur des forces allemandes et italiennes en Méditerranée. Donc, de nouveau, nous revoyons ces verres de gris. Le 13 janvier 1943, mes parents reçoivent une lettre des autorités allemandes françaises me stipulant d'être le 8 janvier 1943 à 11h45 à la gare de l'Est pour aller travailler en Allemagne. Sinon, des sanctions seraient prises contre moi par les autorités militaires allemandes. Bon, évidemment, j'étais en zone libre, je n'y suis pas allé, puis de toute façon, je n'y serais pas allé. Je quitte la Standard Française des Pétroles parce que j'étais en désaccord avec un des ingénieurs qui était pétiniste et moi j'étais pas de son côté. Je rentre à la Standard Française des Pétroles et je vais faire du charbon de bois en Dordogne, à côté de Sarlat. Là, je me fais recenser dans une mairie pour avoir mes cartes d'alimentation, parce qu'à l'époque, sans carte d'alimentation, il fallait vivre qu'avec le marché noir. Et le marché noir, c'était très onéreux. Donc je me fais recenser et au mois de février, le 13 février 1943, le gouvernement de Vichy, alors là, je ne sais pas si on en parle dans vos livres d'histoire, j'ai jamais pensé, moi, à me replonger dans ces livres d'histoire après 1945 pour savoir ce qu'on dit de cette loi du 13 février 1942, du gouvernement collaborationniste, si on peut dire. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a vu un État occupé, collaborer aussi activement que l'a fait le gouvernement de Vichy. Eux, ils ont mobilisé, on peut dire mobilisé, ils ont mobilisé 3 classes, les classes 40, 41, 42, pour les mettre au service de l'industrie de guerre du Troisième Reich. Ça s'appelait le service du travail obligatoire. Donc on a mobilisé 3 classes de jeunes, de 20 ans pour chaque classe évidemment, et comme je m'étais fait recenser, ils avaient tous les renseignements sur moi, et au mois de mai, on me convoque sur mon chantier pour aller travailler en Allemagne. Évidemment, n'étant pas allé pour la relève, et recherché par les autorités allemandes, évidemment, militaires, n'étant pas parti pour la relève, je n'allais pas partir pour le STO. Donc évidemment, je ne suis pas parti pour le STO. Donc j'étais recherché par les autorités militaires françaises. C'était surtout la gendarmerie qui s'occupait de ça, puisqu'ils ont fait des enquêtes chez mes parents après. Donc ne partons pas, je deviens réfractaire, je n'ai plus le droit au ticket d'alimentation, je retourne chez mes parents, j'arrive à me procurer une fausse carte d'identité, mais bien faite. J'étais né à Abbeville, dans le Nord, j'habitais donc, ma date de naissance, c'était mon nom d'abord, c'était Jean-Jacques Moreau, c'était plus Villeray. Ensuite, je me rappelle plus, je pense que ils avaient dû me rajeunir, donc je faisais partie de la classe 43, donc pas mobilisable, mais ça ne me donnait pas droit au ticket d'alimentation. Avec cette fausse carte, je mets en rapport avec la Standard Française des Pétroles et ils me donnent l'autorisation de retourner travailler sur leur chantier en Dordogne sous une fausse identité. Je ne sais pas comment ils m'ont déclaré la sécurité sociale. En tout cas, je n'avais toujours pas de carte d'alimentation. Donc je retourne là-bas. Au mois de novembre, je décide de retourner dans la banlieue parisienne. Et là, je trouve à rentrer dans un mouvement de résistance. Je réalise un peu mon rêve de 1940. Je rentre dans un groupe de francs-tireurs partisans français, d'obédience communiste, mais ça aurait été un réseau de la France libre ou de la France combattante, ça ne m'aurait absolument pas gêné. Je voulais servir à quelque chose. Et donc je rentre dans ce mouvement de résistance. Le 31 janvier 1943, notre groupe, il y avait une taupe à l'intérieur, étant pratiquement entièrement arrêté. Le 31 janvier 1944, nous sommes arrêtés, livrés par une des brigades spéciales de la préfecture de police de Paris. Si vous avez vu jouer l'armée du crime, c'est cette fameuse brigade spéciale qui avait arrêté le groupe Manoukian. Et donc c'était une brigade spéciale de la région de Paris qui était chargée de traquer tous les résistants
de la région. Et croyez-moi qu'avec toutes les taupes qu'il y avait un peu à droite à gauche, ils ont fait énormément de mal dans les réseaux de résistance. Parce qu'il y a quand même eu, au service de la Gestapo, 22 000 agents français qui ont collaboré activement avec la Gestapo, plus la police, plus enfin toutes les autorités de gendarmerie et autres du gouvernement de Vichy. Ça n'a pas empêché que dans cette police, dans cette gendarmerie, il y a eu de nombreux résistants, des justes aussi, vous voyez, qui ont payé aussi un lourd tribut à la résistance. Donc je suis arrêté, remis entre les mains, parce qu'ils n'étaient pas obligés, remis entre les mains, tout le groupe est remis entre les mains des autorités militaires allemandes le 3 février 1943. Nous sommes internés à la prison de Fresnes, et là nous sommes entre les mains des autorités militaires allemandes. Nous ne sommes pas entre les mains des nazis, des SS, non, nous sommes surveillés, gardés par la Wehrmacht. Par contre, les interrogatoires, les interrogatoires sont faits rue des Saussets par des officiers de la Gestapo, donc des SS. Mais aussitôt que notre affaire est terminée, on nous réunit le 25 avril 1944 pour nous dire, là on passe devant un officier de la Wehrmacht qui parlait admirablement le français et qui nous dit que on était tous réunis, on s'est retrouvés tous réunis là dans une petite salle de Fresnes, et on nous dit que notre affaire est terminée, qu'on va être jugé, on a le droit d'écrire à nos parents, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire à nos parents, pas de droit aux visites, pas de droit au colis. Donc ils nous disent maintenant vous allez pouvoir écrire à vos parents, vous allez avoir droit aux visites et vous allez avoir droit au colis. Oui, et ben moi je me suis encore retrouvé tout seul, au secret, dans une cellule, et le 13 mai 1944, 8 de nos camarades sont jugés, condamnés à mort, et j'avais un de mes camarades qui était pas tout à fait en dessous de ma cellule, mais pas loin. Moi j'étais au premier étage, j'étais au rez-de-chaussée. Il m'appelle, il me dit Bill, on est condamné à mort. Ben oui, moi je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas été au tribunal en même temps qu'eux. Donc le 25 mai, on me fait sortir de ma cellule et je me retrouve dans une petite cellule au rez-de-chaussée et je vois apparaître ma mère et deux de mes sœurs. Je ne m'y attendais pas du tout à ça. Et ma mère me dit, bah, écoute, on a été convoqué au Cherche-Midi à Paris et là on nous a donné un laissez-passer pour venir te voir. On nous a dit que tu ne serais pas condamné à mort, tu ne serais pas fusillé, mais que tu partirais travailler en Allemagne. Donc on t'a amené un colis. Donc mes copains et les amis m'avaient confectionné un colis qui m'a fait du bien, parce qu'on mourait de faim aussi dans nos cellules. Et puis que tu vas partir travailler en Allemagne et on t'amène des vêtements chauds, parce que là-bas il fait très froid l'hiver. Bon, ben moi j'ai pris tout ça, j'ai fait reprendre à ma mère une partie des vêtements que j'avais pas besoin. Et le 7 juillet 1944, on me sortait de ma cellule et on me disait, voilà, vous partez travailler en Allemagne. Je me retrouvais dans une cellule avec trois jeunes hommes, un peu plus âgés que moi quand même, mais pas beaucoup plus, dont un futur chef d'état-major des forces armées françaises, le lieutenant Guy Méry, qui est devenu chef d'état-major des forces armées françaises. Et avec ces trois jeunes-là, qui s'appelaient le lieutenant Méry, lieutenant Nicolas, Gilbert Mény, c'était des résistants du Doubs, donc deux de l'armée secrète, un autre qui s'appelait l'instituteur de Fontenotte, qui faisait passer des autorités qui étaient des autorités étrangères ou autres, il les faisait passer en Suisse. Donc ils étaient internés au fort qui est à Besançon, et je me retrouve avec ces trois jeunes là, et il s'est créé entre nous une amitié qui est disparue. Le jour où ils sont décédés, je reste tout seul, mais grâce à eux j'ai connu des gens extraordinaires. Donc on se retrouve à 4 dans cette cellule, ça m'a fait le plus grand bien, parce que quand vous restez 157 jours tout seul, c'est très difficile. Vous savez,
et que vous savez d'autant plus que ce qui vous attend en finale, c'est d'être fusillé. Alors que là, on avait encore une chance. Travailler en Allemagne, on ne s'imaginait pas ce que c'était. Et ce 7 juillet, on nous emmène à la gare de Bercy. La gare de Bercy, à l'époque, c'était une gare de marchandises, à côté de la gare qui fait partie de la gare de Lyon. Et on se retrouve enchaîné 2 par 2 dans un wagon de 3e classe, un wagon de voyageurs, dans un train de voyageurs avec un wagon de 3e classe. Évidemment, on était gardé par des membres du SD, armés jusqu'aux dents. Le SD, c'était le service de sécurité de la SS. Mais à 8 par compartiment, attachés 2 par 2, bon, nos têtes, c'est vrai, mais on ne s'imaginait pas, on ne comprenait pas. On disait, bon, vraiment, on va travailler en Allemagne, c'est bien. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Et le 8 juillet au matin, notre train démarre, évidemment, il y avait de tout dans ce train, des voyageurs, donc des soldats de la Wehrmacht, des STO qui repartaient travailler en Allemagne après avoir eu leur compte, parce qu'ils avaient droit à des congés, donc ils revenaient, d'autres ne repartaient pas, ils devenaient réfractaires, mais il y en a beaucoup qui repartaient en Allemagne, travailler, toujours la peur du lendemain. Et donc nous nous en allons, nous commencions à avoir très soif, parce qu'on avait touché un collier de la Croix-Rouge avant de monter dans le train, évidemment. Et on avait tellement soif qu'on n'a pas touché à notre colis. Et on s'est dit, en cours de route, c'est pas possible, on va traverser des régions par où on passe. On est quand même passé par Dijon, Mulhouse. On s'est dit, le maquis va certainement attaquer ce train. Non, les maquisards attaquaient les trains, mais c'était pas n'importe quoi. Surtout avec le réseau Résistance France, ils savaient, Résistance Fer, ils savaient exactement les trains qui circulaient sur les voies ferrées. Donc notre train n'est pas attaqué. Et nous arrivons le 10 juillet au matin, mourant de soif, à la gare de Strasbourg. Là, on détache notre wagon et on repart, tiré par une autre locomotive, on repart à l'intérieur du pays. Et on se dit, mais où est-ce qu'on va? On va pas en Allemagne puisqu'on traverse pas le Rhin au pont de Cannes. Oui, mais on se rappelait plus qu'en 1940, les Allemands, au mépris aussi des conditions d'armistice, avaient annexé l'Alsace et la Moselle. Et là, on était en territoire allemand, puisqu'on était l'Alsace était annexée. Et on arrive, je pense qu'il devait être à peu près midi, on n'avait pas d'heure. On arrive, il faisait un très beau temps, un beau soleil, et on arrive à la gare de Roto. Là, on nous fait descendre du train, on nous enlève nos menottes, on est reçu bruyamment par une escorte de SS, on traverse le village de Roto, en traversant ce village, je vois une dame qui faisait le signe de croix, un peu plus loin une qui pleurait, et je me suis dit, ça ne doit pas être gai où on va. Et j'avais attrapé de l'édème, je ne savais pas que c'était de l'édème, j'avais mal aux 2 jambes, parce que ce manque de boisson, et puis aussi de ne pas bouger. Et on arrive à ce fameux camp, 8 km, sous le soleil, surtout avec mon pardessus. J'avais été arrêté le 31 janvier, j'avais un pardessus. Et là, on est pris en charge par un capot. J'avais toujours mon colis. Avant d'arriver au camp, on voit des détenus, disons, qui étaient en train de niveler la pente qui se trouvait, où se trouvaient les baraquements SS et la Kartoffelkeller. Bon, ça, on ne connaissait pas à l'époque. Mais quand on a vu déjà l'air de ces gens-là, ils n'avaient plus le même aspect que nous. Et là, on commençait à se poser des questions. Donc on descend en direction du crématoire. C'est assez spectaculaire parce que quand on est rentré dans ce camp qui est en pente, avec des plateformes, avec tous ces bâtiments, et cette cheminée qui fumait, en bas, évidemment, on se posait des questions. On ne savait pas ce que c'était qu'un crématoire à l'époque. Donc on arrive en bas, on nous fait attendre, évidemment. En descendant, il y a un détenu, j'étais à la fin du convoi, il y a un homme qui était vraiment d'une maigreur pas effrayante, mais enfin, on voyait bien qu'il était... Il
il n'était pas comme un être humain normal. Il me demande, c'est un étranger, il me demande mon colis, je lui donne, le capot arrive, le vire, et redescend devant le groupe. Et là, le gars revient, je lui donne mon colis, sans discussion. Et j'ai jamais revu mon colis, évidemment, mais je sais qu'il a fait des heureux, ce colis. Et on arrive, et on attend sur la place d'appel, un bon moment. Ensuite, on rentre. Alors là, on rentre, on nous fait déshabiller, on nous fait prendre une douche, on en profite pour se désaltérer sous la douche. On a quand même eu de la chance, parce que ça aurait été une chambre à gaz, c'était pareil. Mais là, il y avait véritablement des pommes de douche. Donc, on nous rase de la tête aux pieds, on nous badigeonne au grésil, on ne nous redonne pas nos habits, on se retrouve avec une tenue civile, donc la veste, donc c'était pas les habits avec lesquels on était arrivé. Donc là, moi j'avais une veste, une vareuse de l'armée italienne, avec une croix rouge dans le dos, avec deux NN, en rouge évidemment, je ne savais pas ce que c'était évidemment. Et ensuite, eh bien, on remonte, alors c'était passé du temps quand même, on nous donne une bande, deux bandes rectangulaires avec notre numéro, on était attendus. On était attendus, là, nous ne nous appelons plus Villeray, Nicolas, Méry, Mény ou autre. Non, moi j'étais le numéro 19 410 qu'il a fallu coudre au-dessus à gauche, à la place du cœur, avec un triangle rouge avec la lettre F. Et pareil sur le côté droit du pantalon, cette bande rectangulaire à coudre avec notre numéro donc de matricule. Nous étions devenus des stouks, des pièces. Nous n'étions plus des hommes pour eux. Et on monte pour l'appel du soir, évidemment. Ensuite, on rentre pour se coucher. Et là, c'est assez fantastique, disons, parce que je demande au responsable de la chambre numéro 1, il s'appelait Roger Linet, j'ai su son nom par la porte, par la suite, c'était un FTP, et je lui dis où je vais me coucher. Il m'a dit, ben, tu te débrouilles. Donc je vais à l'endroit où il y avait tous les chalets, et là j'ai commencé quand même à me poser des questions. Je me fais envoyer balader tire-toi de là, il n'y a pas de place. Là, j'avais du mal à comprendre parce que c'était tous des gars, c'était tous des résistants quand même. Déjà, vous voyez, c'était difficile à comprendre. Je reviens voir Roger Linet, il m'a dit, je lui dis, mais écoute, c'est difficile, ils veulent pas. Puis en plus, j'étais fatigué, j'avais mal à mes deux jambes. Il me dit, eh ben, tu te débrouilles. Donc je reviens, mais là, en colère, j'escalade, comme je ne pouvais pas me mettre au rez-de-chaussée au premier, je me suis dit, je vais me mettre au deuxième. J'escalade et je me mets de force entre deux gars qui étaient couchés, évidemment. Et je me fais évidemment envoyer balader, mais là, je m'incruste quand même. Et le gars qui était à côté de moi me dit, t'es arrivé aujourd'hui? Ben, je lui dis, oui, je suis arrivé aujourd'hui. Et il m'a dit, et t'étais arrêté quand? Ben, je dis, j'étais arrêté le 31 janvier 1944, et j'étais interné à Fresnes. Et il m'a dit, et comment on t'appelait? Ben, je lui dis, Bill. Il m'a dit, moi, je suis Camille Juillard. C'est un gars de mon groupe, que j'ai connu le 25 avril quand on a réuni tout le groupe, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Et là, vous voyez, et là, évidemment, tout de suite, la glace a été rompue. J'avais gardé quand même encore quelque chose du colis que ma mère m'avait apporté, que j'ai, comment dirais-je, partagé le lendemain avec mes camarades. Et là, donc ensuite, j'ai subi donc de nouveau l'anthropométrie, on nous a photographiés, enfin, tout, on nous a demandé à qui on léguait ce qui nous restait, j'avais pas grand-chose d'ailleurs, et quand on serait mort, donc on savait qu'on n'allait pas s'en sortir, vous voyez. Et là, ce qui m'a frappé le plus, c'est cette fraternité qui existait quand même dans ce bloc de Français. Je crois que c'est que dans ce bloc de Français, ça datait de 1943, donc mon ami Camille Juillard faisait partie en 1944, puisqu'il est arrivé un peu avant moi, eh bien, ça consistait tous les soirs
je vous parle de ça parce qu'il n'y avait que dans le bloc des Français que ça pouvait se faire. Tous les soirs, il y avait quelqu'un qui passait dans le bloc et on n'était pas obligé, mais on donnait un petit morceau de notre ration de pain ou de margarine aux gars qui passaient et qui étaient ensuite, ou une cuillère de soupe, mais c'était rare quand on avait de la soupe. Et c'était ensuite distribué par les médecins, après un accord des médecins, parce qu'il y avait aussi des médecins. Heureusement, dans cette résistance, on a trouvé de tout. Eh bien, il y avait des médecins, des chirurgiens aussi. Eh bien, c'est eux qui décidaient qui avait droit à cette, on appelle ça comment déjà, cette solidarité qui a permis de sauver de nombreux camarades, parce que le peu qu'on pouvait leur donner, en plus de leur ration, ça leur a permis de survivre. Évidemment, il est à fait certain que celui qui était considéré comme perdu, eh bien, lui, on lui supprimait la solidarité. Et on a un de nos camarades qui avait déjà vu un pneumothorax, ça c'était en 1943, qui a profité de cette solidarité, et les médecins ont jugé que son corps était perdu. On lui a supprimé cette solidarité, en lui faisant croire qu'il allait s'en sortir. Lui, il n'y a pas cru. Il a continué à résister. 15 jours après, il était encore en vie. On lui a redonné la solidarité. Et moi, je suis le trésorier de l'amicale Zélière-Sontop. Il y a encore quelques années, il payait sa cotisation. Et il était plus âgé que moi, donc j'ai plus de nouvelles. On en a déduit que, vous savez, nos camarades sont bons, mais toutes les familles ne préviennent pas. Donc lui aussi, il est disparu. Vous voyez, j'ai connu cette fraternité-là, que j'ai pu connaître après en Allemagne, parce que le 4 septembre de 1944, donc c'était l'anniversaire de la 4e République en 1870, je crois, et bien on évacuait le camp, et là on descendait à pied, évidemment, on était plusieurs milliers, et là on montait dans un train véritablement un train de déportation, un train comment dirais-je, avec des wagons à bestiaux, 40 hommes, 8 chevaux. Bon, nous, on se retrouvait à peu près 80 dans un wagon, et là, 2 jours après, mourant de soif à nouveau, parce que c'était un été très chaud, l'été 44, et nous avons encore subi cette preuve de la soif, et c'est quelque chose d'infernal. J'ai failli boire mon urine, moi, le premier soir, mes camarades m'en ont empêché, mais en définitive, j'ai tenu le coup quand même. Et le 6 septembre, nous arrivions au camp de Dachau, et là, on se désaltérait à nouveau sous les douches. Et là, alors là, pareil, on nous prenait nos habits, on nous retaillait les cheveux, on nous passait au grésil, et on touchait une tenue rayée. Moi, ça m'a fait un peu, j'ai pas marré, mais ça m'a rappelé l'histoire des pieds nickelés, une bande dessinée de l'époque, où Charlot, quand il était au bail, avec son costume rayé, dont les rayures étaient verticales, alors que les nôtres étaient horizontales, alors que les nôtres étaient verticales. J'ai pas pris ça pour à la légère, quand même. En définitive, c'était un peu... Ça a été fait pour nous déshumaniser, ça. Mais moi, non, ça ne m'a pas déshumanisé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, aux cérémonies, j'ai la veste de mon camarade Nicolas, que sa femme m'a donné quand il est décédé, et un pantalon rayé que je porte à toutes les cérémonies. On me dit, oui, mais je dis non, ça représente la déportation. C'est comme ça qu'on a habillé les gens pour les déshumaniser. Et hier soir, j'avais cette tenue rayée, et personne n'a fait de réflexion. Et là, 2 jours après, eh bien, une fois qu'on avait cette tenue-là, elle était destinée, tous les gens qui étaient dans un camp principal, comme le camp de Dachau, Buchenwald, Neuengamme, Ravensbrück, Mauthausen, Landsweiler, on nous donnait cette tenue rayée, parce que là, elle ne différenciait. On ne savait plus à qui on avait affaire. On savait, suivant le triangle, à qui on avait affaire, mais on ne savait pas si on était... Le triangle rouge, c'était politique, évidemment, il y avait les couleurs, mais là, il n'y avait pas ce LN qui nous mettait tout de suite à la merci d'un capot, d'un SS ou autre.
Là, évidemment, évidemment, moi je me gardais bien si on me demandait pourquoi j'étais arrêté, ben, je leur disais politique. Pour eux, on était des politiques, on n'était pas des résistants. Donc, vous voyez ça, mais moi je ne me suis pas senti déshumanisé. Donc, on est parti à pied du camp de Dachau jusqu'au camp d'Alac. Et là, après plusieurs semaines, eh bien, je suis rentré dans étant tourneur, j'étais affecté à un bloc. Alors là, on n'était plus entre français, il y avait des Russes, enfin, il y avait des Soviétiques, disons, puisqu'il y avait des Ukrainiens, il y avait un peu de tout, il y avait des Polonais, mais pas beaucoup de Français. Donc, on était déjà noyés un peu. Donc, la solidarité terminée. Et, comment dirais-je, et là, je vais travailler dans un hall. Alors, moi qui étais tourneur, quand j'ai vu de cette usine qui avait été fabriquée de toutes pièces dans une forêt de sapins, à l'avènement du nazisme, évidemment, eh bien, j'ai vu ces machines pendant 12 heures de nuit ou 12 heures de jour, sans arrêt, sauf pour le repas du soir ou du midi. Eh bien, je taraudais des culasses de moteurs d'avion. De temps en temps, je sabotais quelques filets, il fallait faire très attention. Le sabotage, c'était la pendaison. Et pendant plusieurs mois, j'ai taraudé des culasses de moteurs d'avion. Le soir, nous regagnions le soir ou le matin, nous regagnions notre bloc. Notre bloc, c'était des anciennes écuries de l'armée allemande qui avaient été transformées donc en bloc d'internement. Et là, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas comment dirais-je, sous le toit, il n'y avait pas de faux plafond. Donc je m'étais mis au 3e étage, j'aimais bien cet endroit-là. Mais le matin, quand l'hiver est arrivé, eh bien le matin, avec la chaleur de la nuit, la buée, il y avait des stalactites qui nous pendaient au-dessus de la tête. On dormait à 5 sur 2 paillasses. Et comme je disais tout à l'heure à Nicole, je n'avais jamais pensé. J'avais un de mes camarades qui s'appelait Émile Le Thor, qui habitait à Creil. Et je lui ai dit ce matin, j'ai bien connu, parce que je l'avais oublié, je l'ai retrouvé un jour à un centre comment dirais-je, de région parisienne pour nos pensions d'invalidité. Et je lui ai dit, je me suis rappelé d'Émile, je le connaissais bien, parce que tous les soirs, je voyais ses doigts de pied. Parce qu'on couchait en sardine, on était à 5 sur 2 paillasses. Vous voyez, ça nous permettait d'avoir 5 couvertures. Et donc j'ai subi j'ai eu une chance terrible, parce que il y avait 2 commandos dans ce commando d'Alac. Il y avait un commando qui s'appelait Dikerov, et là c'était un commando qui était extérieur d'une entreprise allemande qui construisait une usine comment dirais-je, bétonnée à l'abri de tous les bombardements. Et là il fallait soulever des sacs de ciment de 50 kilos, travailler toute la nuit sous la pluie, la neige ou autre. Alors que là, le hall où j'étais, ils nous ont fait profiter, évidemment ça devait leur faire mal au cœur, on a profité de la chaleur qui nous était pas destinée. Elle était destinée à tous les travailleurs étrangers qui étaient là, allemands étrangers, qui travaillaient aussi à l'intérieur de ce bloc, qui ne pouvaient pas nous envoyer de l'air froid pour nous. C'est encore une chance pour moi, vous voyez, d'être tombé à cet endroit-là. Et j'ai remercié un peu mon père, parce que moi je ne voulais pas être dans la mécanique, je voulais être libraire pour pouvoir m'occuper de lecture et autres. Et donc on peut dire que c'était un bien pour moi. Et puis le 22 janvier 1945, eh bien on renvoie un contingent de Nartun-Nebel à Dachau, donc je faisais partie avec un de mes camarades de groupe que j'ai retrouvé là, et on nous renvoie à Dachau parce qu'on nous a dit certainement que c'est pour vous gazer. Bon, ben, vous savez, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Et là, on ne devait pas avoir, en tant que Nartun-Nebel, on ne devait avoir aucun contact avec les civils. Et là, il y avait quand même beaucoup de civils qui nous frôlaient. Oh, personne ne venait nous parler, hein, on a habillé enrayé, on était considérés comme des bandits de grand chemin. Donc, on se retrouve au camp de Dachau le 22 ou 23 janvier, c'était un lundi, 1945. Et 2 jours après, une épidémie de typhus se déclare dans notre bloc.
Donc, nous n'allions plus aux appels, nous étions consignés. Ça aussi, c'était important, parce que les appels, vous savez, les appels dans la pluie, la neige, le froid, debout sans bouger, écartés les uns des autres, et qui semblent durer des heures. Vous savez, 1 minute de silence seulement devant un monument, ça paraît très long. Alors quand ça dure 1 heure, imaginez-vous ce que ça peut donner, mal habillé, mal vêtu, le froid, pas de chaussettes, rien. Et on a tenu le coup quand même, puisqu'on a encore revu à quelques-uns. Et là, j'ai attrapé un phlegmon à la gorge. Ensuite, j'ai attrapé le typhus. Ensuite, j'ai attrapé les résipèdes. Et là, je suis arrivé pratiquement au bout du rouleau. Le matin, d'abord, je ne pouvais plus me tenir debout. S'il fallait m'emmener aux toilettes, c'était quelqu'un, un Stoubedins yougoslave qui me prenait dans ses bras, qui m'emmenait aux toilettes, qui me ramenait. Et puis quand j'ai pu me tenir debout, on m'a mis dans un bloc de convalescence. Vous savez, la convalescence dans un camp de concentration, d'extermination, disons, par le travail, ça fait doucement rigoler, si on peut dire. Mais enfin, j'ai surmonté. On a quand même touché, on a eu la chance, on a touché un colis à la fin du mois de janvier, destiné aux prisonniers de guerre. Donc il y avait beaucoup de produits à l'intérieur qu'on ne pouvait pas faire cuire, parce qu'on n'avait aucun matériel pour faire chauffer quelque chose. Et le dernier, disons, le troisième colis qu'on a eu en définitive au mois de mars, eh bien, là il y avait des pâtes de fruits à l'intérieur, il y avait des cigarettes évidemment, et la cigarette c'était quelque chose de très précieux dans les camps. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils vendaient leurs assiettes, leurs gamelles de soupe pour pouvoir, 1 ou 2, pouvoir fumer. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de fumer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de fumer. Mais là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se sont privés pour pouvoir fumer. D'ailleurs, nous, les Français, on nous avait dit, si vous avez des cigarettes, n'achetez pas de soupe à un Français. Donc avec ces cigarettes, c'était véritablement, il y avait un truc pas possible. Mais vous savez, c'est toute une histoire, ça. Et là, il y avait des pâtes de fruits. Et quand je suis revenu, véritablement, quand je suis revenu à peu près normal, j'avais un dégoût absolu du sucre. Et j'étais gourmand comme c'était pas possible. Et j'étais en train de mourir à côté de pâtes de fruits. Mais on n'était pas loin, on était pas loin de la libération du camp. Et un de mes camarades me dit, si tu veux, Bill, dans le bloc, il y a un soldat soviétique qui est dessinateur. Si tu lui donnes quelques pâtes de fruits, il te fait ton portrait en couleur. Je dis, c'est pas vrai. Il me dit, si. Donc il m'a fait mon portrait en couleur, que j'ai envoyé à ma mère quand j'ai été libéré. Il m'en a fait 2. Et la première, le premier dessin était du 20 avril 1945. Vous pourrez en avoir un gratuitement, évidemment. J'ai ramené, ma mère m'a redonné ce dessin quelques années après, quand même. Évidemment, je fais des photocopies. Maintenant, je tripote un peu l'informatique. Et j'ai donné à un de vos professeurs mon portrait qui a été fait le jour anniversaire du Führer. C'est pas une gloire, remarquez, mais ces soldats soviétiques, je ne sais pas comment ils s'étaient procuré des crayons de couleur, vous savez, mais la preuve qu'il y avait encore des moyens de pouvoir le faire. Et puis, eh bien, 9 jours après, on a vu arriver les premiers soldats américains. Et là, évidemment, vous ne pouvez pas vous imaginer pour nous ce que ça pouvait représenter. 4 longues années d'occupation, la résistance, la prison, la déportation, la maladie, et du jour au lendemain, tout ça s'était terminé. Mais il y avait quand même tous nos camarades qui étaient décédés pendant cette période. Il y avait comment dirais-je, ces juifs. Je reviens en arrière pour cette fameuse conférence du mois de janvier 1942 à Wannsee, où des gens soi-disant intelligents, élevés, ont travaillé toute une nuit pour trouver une solution qu'on appelait la solution finale, pour se débarrasser d'hommes, de femmes, d'enfants, parce qu'ils étaient juifs ou tziganes. On a assassiné
des centaines de milliers d'enfants parce qu'ils étaient juifs ou tziganes. C'est pour ça que je veux surtout appuyer là-dessus à vous les jeunes d'aujourd'hui. Parce que ce qui nous est arrivé à cette époque, évidemment, peut encore vous arriver. Vous en avez les résultats sous les yeux en ce moment à la télé. On voit qu'on se sert encore des armes chimiques. Alors là, c'est le holà général. Comment on ose se servir des armes chimiques pour tuer des gens? Mais et les autres armes, c'est pas aussi terrible? De quel droit de quel droit on assassine des gens? Ah oui, c'est bien, on fait des conférences internationales et on décide, oui, bon, on va faire la guerre, mais on va la faire proprement. Mais ça veut dire quoi, une guerre propre, ça? Vous savez, dans une guerre, on nous dit, il y a un bombardement, il y a eu tant d'enfants tués. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont tués. C'est sûr, c'est terrible de s'en prendre à la jeunesse. Mais les nazis ont fait mieux, parce qu'eux, ils savaient que la jeunesse, c'était quand même, surtout les juifs, ça aurait pu aboutir sur n'importe quelle couleur d'individu ou autre. Non, là, ils savaient que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, vous supprimez la jeunesse, vous supprimez le pays. Vous voyez, c'est grave. Et aujourd'hui encore, on nous en fait tout un... alors on dit on va envoyer des fusées, mais ces fusées vont aussi tuer aussi des... Bon, c'est vrai qu'ils ont des fusées intelligentes maintenant. Elles arrivent sur les endroits qui sont ciblés. Mais c'est pour vous dire que la guerre, des gens se sont réunis à la haie, on fait des accords pour faire une guerre propre. Vous voyez, en 1914-1918, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les gaz, ils ne se sont pas gênés. Et là, aujourd'hui, on est sur une poudrière, parce qu'il n'y a pas que au camp de Villers-Trottoff, ils ont fait des essais aussi sur les gaz, le gaz phosgène et autres. Dans ce camp qui est à 800 mètres d'altitude, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, des gens qui étaient à l'intérieur, ils risquaient rien, on a assassiné des gens, on a fait des expériences. Il y a 2 médecins qui ont été condamnés par les tribunaux internationaux, ils ont été rejugés par leur père, ils auraient dû finir au bout d'une corde, ils ont été rejugés par leur père, ils ont repris leur travail, ces 2 médecins. Le troisième, c'est le professeur Hirt, il a eu la bonne idée de se suicider, lui. Mais peut-être qu'il aussi, lui, il s'en serait sorti. Et là, que des gens se réunissent pour discuter de quelle façon on va s'entretuer, alors qu'eux, ils se gardent bien d'y aller, ça dépasse l'imagination. Alors, vous voyez, c'est pour ça, je le dis aux jeunes, surtout aux jeunes de CM2 en plus, je leur dis, votre vie, je vous le redis à vous, votre vie, elle n'a pas de prix. La vie d'un être humain, elle n'a pas de prix. Chaque être humain sur cette planète a sa place. Vous avez votre place, vous n'êtes pas plus bête qu'un Macron ou Mélenchon ou autre. Non, vous êtes des êtres humains, vous pensez. Et moi, tous les matins, je suis réveillé vers 3-4 heures du matin, et je pense, et je repense, et je fais des discours, et je recommence d'autres dans ma tête, comme je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sort naturellement, je n'ai pas besoin de le plancher. Quand je fais un discours écrit, je le refais 5 ou 6 fois. Vous voyez, c'est pas facile. Le plus facile, c'est de s'arrêter directement, et ça vient directement du cœur. Ça vient pas d'ailleurs. Et c'est pour ça que, pour moi, vous les jeunes, vous avez une importance primordiale. On n'a pas le droit comment dirais-je, de prendre la vie d'un être humain, d'en disposer sans lui demander son avis. Voilà. Et vous allez grandir, vous allez devenir des citoyens à part entière. Vous allez vous marier, vous serez gay ou pas gay, c'est pas un problème. Vous aurez des enfants, vous en adopterez peut-être. Puisque hier soir, j'ai ravivé la flamme avec une jeune, je pense qu'elle devait être asiatique, qui est venue raviver la flamme parce qu'un ancien résistant l'a adoptée, et elle est venue raviver la flamme avec nous. Alors vous voyez, c'est votre vie. Et votre vie, vous savez, je ne sais pas ce que vous deviendrez, mais faites toujours, comment dirais-je, on ne peut pas vous empêcher, on n'empêchera jamais quelqu'un de penser. Il y a une chanson qui dit, on ne peut mettre la pensée en cage, car les idées font toujours leur chemin. Et c'est vrai. Et quand n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Moi, j'ai jamais eu peur de le dire, ça m'a joué de vilain tour, mais j'ai cette satisfaction
de pouvoir dire ce que je pense, comme je vous le dis aujourd'hui. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui et je préfère vous laisser la parole. Voilà. Et je ne parlerai pas en présence de mon avocat, je n'en ai pas besoin. J'ai un de mes camarades qui vient d'avoir 99 ans, qui était dans un commando du camp de Neuengamme qui s'appelle Chandela. Et il a écrit un poème. Et ce poème, quand vous l'aurez entendu, c'est l'histoire de n'importe quel... Bon, ce commando, ça s'appelle Chandela, mais c'est l'histoire de n'importe quel commando dans ces camps de concentration du Troisième Reich. Et Dieu sait s'il est des commandos où il y en a eu. Et quand vous aurez écouté ce message, c'est exactement l'histoire de n'importe quel déporté. Ben, il y en avait qui avaient des planques. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir des planques. Et moi, j'estime que j'ai eu de la chance. Bon, évidemment, j'ai résisté, étant ancien résistant. Et vous savez, quand vous avez le typhus ou autre, ben, vous sombrez dans le coma, vous ne savez plus ce que vous allez devenir. Donc, le destin de chaque individu est tracé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir ma carrière, mais on me dit arrête. C'est vrai, arrête, mais non, je ne peux pas arrêter, c'est pas possible. Chandela. Souviens-toi, camarade, tu n'avais ni un rire d'enfant, ni douceur de femme. Rien de ce qui fait que la vie te soit douce. Tu n'avais même plus de nom. Ton nom, 34 953. Souviens-toi, Chandela, nom barbare. Un bon commando, disait-il. Tu n'avais ni mouchoir, ni chaussettes, ni savon, ni serviette. Pour laver quoi? Avec quelle eau? Tu n'avais ni couteau, ni fourchette. Pour manger quoi? Ni papier, ni crayon. Pour écrire quoi? Pour écrire quoi? À qui? On te rasait les cheveux, mais qui te coupait les ongles? Tu n'avais ni rasoir, ni miroir. Pour raser quoi? Regarder qui? Ne te voyais-tu point dans mes yeux, camarade, n'y lisais-tu point ta mort déjà? Car tu avais, camarade, les barbelés électrifiés, les SS et les chiens, les capots et la schlag, les appels et les cris, Laos, los, los, raos, le jour, la nuit, triste jour, pauvre nuit. À deux parpaillasse, dans la terreur et le froid, sous ta défroque rayée, qui cachait mal tes os, tes pauvres os. Tu n'avais plus que ça. Et la faim, la faim, la faim. Chaque instant lancinante. Tu avais les coups, les poux. Les SS te disaient un pouls, ta mort. Et un SS donc, ce que tu avais, ce que tu n'avais pas. Un fantôme de vie parti, dans la nuit et le brouillard. Henri Higelin, numéro de matricule 34 953. Et je vous signale que mon ami Higelin, puisqu'il est vice-président des anciens déportés des DHGDF, on n'est plus beaucoup d'ailleurs, sur la région parisienne nous sommes 3. En tout, on doit être avec les vœux, on doit être une 60aine. Eh bien, le président Hollande s'est aperçu quand même, c'est un homme très magnanime. L'année dernière, il s'est aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de déportés qui n'avaient pas été décorés de la Légion d'honneur. Alors l'année dernière, ils ont fait des décorations pratiquement à la chaîne, aux Invalides, et lui, il a été décoré comme chevalier de la Légion d'honneur à 98 ans. Vous avouerez quand même que c'était pas trop mal, après 53 ans de retour de captivité. Puisque ça compte, ce que je raconte. 45, ça fait 55 et 17, 72 ans. 72 ans après, vous vous rendez compte la chance qu'il a eue quand même. On croit rêver quand même. Et je voulais vous rajouter aussi que ce camp de concentration comment j'allais dire Chandela, non, comment, rappelle-moi, non, je me rappelle. Non, le commando où je suis allé, vous voyez, j'ai dit
Moi aussi, j'ai des timers qui me guettent. Au camp d'Alac. Eh bien, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand même. Et qui me fait encore plus rire aujourd'hui quand je vois des gens qui ont une crête sur la tête. Vous voyez? Et j'ai envie de les apostropher dans la rue, de leur dire, écoutez, vous savez, vous avez été dans quel camp, vous, monsieur? Parce qu'ils ne comprendraient pas. Quand on est arrivé, eh bien, ils nous ont laissé pousser un peu nos cheveux. Et quand ils étaient assez grands, on avait un bloc dans ce camp d'Alac. On appelait ça le bloc des friseurs. Les gars, ils faisaient, on était quand même nombreux dans ce camp. Donc, on n'avait pas de rasoir pour se raser. Donc, il y avait un bloc de friseurs, de raseurs. D'ailleurs, un jour, j'avais un flinguement sur la joue droite. Je suis arrivé, il n'était pas percé en plus. Je suis arrivé dans le bloc pour me faire raser. Ils se sont mis deux qui me tenaient, le troisième qui voulait à toute force percer le furon. Que moi, je hurlais comme un voleur dans ce bloc. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Et donc, à l'infirmerie, quand je suis allé, on m'a dit, mais qui c'est qui t'a tripotouillé comme ça? Bah oui, bah c'était ces trois coiffeurs étrangers, je crois que c'était polonais et autres. Et donc, mais je reviens à la coiffure. Donc, quand on a eu nos cheveux assez poussés, ils nous ont fait une strasse au milieu. La strasse, c'est une allée. Et alors, on s'est retrouvé avec une strasse. Donc, évidemment, les courants d'air s'engouffraient là-dedans. C'était pas bon pour nous. Mais quand nos cheveux ont commencé à pousser aussi au milieu, eh ben, ils ont découpé sur les côtés et se sont retrouvés donc sur cette haut. Moi, je pensais au dernier des Mohicans. Je crois que c'était les Hurons qui avaient cette crête sur la tête. Et quand je vois tous ces gens aujourd'hui qui veulent copier un peu Abraham et qui ont cette crête, ça me fait... Écoutez, ça m'empêche pas de rire, parce que je dis quand même, ils ne se rendent pas compte qu'on nous avait, nous, affublés comme ça, pour nous diminuer peut-être, mais en plus pour qu'on soit repéré tout de suite si on essayait de s'évader. Parce que si on essayait de s'évader et qu'on était repris, eh bien on était pendu, vous comprenez? Et dans ce camp de Nesveler-Struthof, en 1942, il y a 5 détenus qui se sont évadés. Ils se sont évadés de ce commando du Struthof. Enfin, le Struthof, c'est un lieu-dit. Le véritable camp, c'est Nesveler. Le Struthof, c'est à 600 mètres plus bas du camp. Et là, on n'est pas entouré de barbelés électrifiés. Donc, ils ont volé une voiture à l'époque. Ben, aujourd'hui, on est emprunté. Et après moins de péripéties, il y en a 4 qui ont réussi à passer en zone libre. Le 5e a été repris, a été pendu. Et les autres, eh bien, ont fait carrière. Il y en a un qui a rejoint les forces tchécoslovaques en Angleterre, un Alsacien qui a rejoint la première armée en Afrique du Nord, un Polonais qu'on a perdu la trace en Espagne, et celui qui avait organisé l'évasion, il s'appelait Haas. Son père, c'était un général autrichien, ami du Führer, et lui aussi est parti au Canada. Il a fondé ensuite, il a été pilote de planeur dans les forces britanniques après, et ensuite a monté une entreprise aérienne de transport au Canada. Vous voyez, eh bien cette crête, évidemment, si on sortait comment dirais-je, dans les rues si on arrivait, parce que là on pouvait partir par exemple, on aurait peut-être pu essayer de s'évader quand on était dans cette fameuse fabrique, évidemment, mais après pour aller où? Puisqu'on n'avait rien, on n'avait rien du tout, il fallait trouver quand même une âme charitable pour pouvoir s'en sortir. Et là on avait pu, quand on est retourné au camp de Dachau, on nous a pu redonner cet habit rayé, on nous a remis alors j'avais une veste avec dans le dos, ils avaient découpé un rectangle, et sur ce rectangle, ils avaient cousu une bande de tissu qui provenait certainement de la toile qui servait à fabriquer nos vêtements rayés. Alors vous voyez, déjà si on sortait dans la ville comme ça, eh bien on était tout de suite repérés. Voilà, voilà. Bon. Donc je crois que vous avez... J'écoute vos questions, vous pouvez y aller. Moi, des questions à poser. Je vais vous distribuer le micro. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, ça m'était sorti.
j'ai touché également une chapka de l'armée soviétique. Et vous la verrez, je l'ai perdue quand je suis revenu avec la Croix-Rouge de Besançon en traversant un village. On était dans des camions réquisitionnés. Il y a un coq téléphonique qui m'a attrapé ici. Heureusement, je ne faisais pas 1m80 parce qu'il m'aurait attrapé là. Et il m'a enlevé mon médecin, on appelait ça un médecin. Mais il avait ce qui était très bien, c'est qu'il avait des oreillettes qu'on pouvait se mettre qui se rabattaient sur les oreilles. C'était une chapka de la cavalerie soviétique. Et évidemment, vous verrez sur le dessin, mais je ne l'ai pas ramené. Bien. Alors, écoutez, je distribue le micro. Bonjour. Donc, je voulais vous demander quelle était la première chose que vous ayez faite juste après être sorti du camp. La première chose que tu as faite La première chose que j'ai faite en sortie du camp, oui, c'est une très bonne question d'ailleurs. Mais disons que au bout de quelques jours, vous savez, quand on a été libéré déjà, donc on ne nous a pas nourri à profusion, parce que les Américains se sont aperçus quand même que les premiers camps qui ont été libérés, on les a trop nourris, les gens, il y a des gars qui sont morts d'avoir trop mangé. Nous, le camp de Dachau, le 29 avril, c'était presque la fin. Donc on n'a pas été trop abondamment nourris, donc on avait toujours faim. Et le 8 mai 1945, eh bien, un de mes amis, un de mon copain, qui est celui qui m'avait trouvé ce déporté soviétique qui m'a fait mon dessin, m'a dit aujourd'hui on a du goulash. Le goulash, c'est un plat hongrois, et véritablement j'en avais entendu parler souvent de ça. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'on parlait dans les camps quand on avait quelques moments de libre? Eh bien, surtout de l'alimentation, parce qu'on mourait littéralement de faim. On se couchait le soir, on avait faim, on se réveillait le matin, la première chose qui nous menait, c'était cette faim. Toujours cette faim, comme dans ce poème. Eh bien, là, ce 8 mai, au moment où on nous sert dans le bloc où j'étais, eh bien, il n'y avait plus de goulash. Et qu'est-ce que nous a amené? Une soupe au lait sucré. Et ce jour-là, le 8 mai 1945, j'ai pas mangé le midi parce que je ne pouvais pas avaler cette soupe sucrée. C'est mon camarade qui se l'a envoyé. Mais ensuite, les Américains nous ont transférés dans le camp SS. Alors dans le camp SS, déjà, on était plus libre. Mais on n'avait pas le droit de sortir du camp. Donc le camp était gardé par des sentinelles américaines qui vous tiraient dessus si vous essayez de vous en aller, parce qu'il y avait toujours cette épidémie de typhus qui était là. Et il y avait des camarades qui qui amusaient la sentinelle. Avec mon camarade Weber, on a réussi, parce que quand on est arrivé dans le camp SS, j'ai visité des blocs, je suis rentré dans un bloc qui était rempli de cartes postales de Waffen-SS. Si j'avais eu un camion, je faisais fortune. Parce que ces cartes aujourd'hui, j'en ai quand même ramené quelques-unes, une vingtaine, que je garde précieusement d'ailleurs. Ils avaient leurs cartes postales. Et dans un autre, il n'y avait que des habits, des pantalons rayés, un autre où il y avait du tissu, du verre de gris. Il y avait tout, de la vaisselle, de tout. Et là, on avait fait on avait trouvé un espèce de sac. Avec mon copain, on avait mis pas mal d'articles de ménage. Et on a réussi. Les copains amusaient la sentinelle américaine. On est sortis. On est rentré dans une ferme. Et là, évidemment, moi, je parlais pas allemand. Et quand on voulait, je demandais des œufs, quand on veut un œuf, c'est pas compliqué. Hein. On fait côte-côte, ils avaient compris tout de suite ce qu'on désirait. Donc, déjà, avec moi, ma chapka, ma mine patibulaire de l'époque, j'avais quand même 22 ans. Vous voyez, mais ils nous ont pas chassés, les paysans bavarois. On était en Bavière quand même. Les gens bien habillés, les filles à la campagne, vraiment, on croyait rêver quand on voyait comment ils étaient habillés, ces gens, à côté de certaines fermes dans le centre de la France. Eh bien, donc, là, on a ramené de la marchandise, des pommes de terre, quelques œufs et autres. Et qu'est-ce qu'on a fait?
en plus de la ration qu'on avait, eh bien, on a mangé aussi ce qu'on avait ramené de la ferme. Parce que quand on est revenu, la sentinelle a bien été obligée de nous laisser rentrer quand même. Donc on est rentré au camp avec ce qu'on avait récolté. Voilà. D'autres questions? Merci pour votre intervention. Je vais vous poser une question. Comment avez-vous fait pour vous reconstruire après être sorti du camp? Ben, j'étais pas détruit. Hein. Déjà pas mal, il y avait encore des bases. Non, mais disons, je pense pas que ça a été, je pense pas que ça a été dur, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ce débarquement. On savait qu'un jour, on était persuadé qu'un jour, les Américains, ils ne pouvaient pas en être autrement, c'était pas possible. Qu'un jour, on deviendrait libre. Si on s'était trompé, je ne serais pas là pour vous le dire, et vous ne seriez peut-être pas là pour me poser la question, on peut pas savoir. Mais j'ai pas eu beaucoup de mal à me reconstruire. J'ai eu du mal, surtout, à reprendre mon travail. J'ai travaillé pratiquement du mois de novembre jusqu'au mois de, disons, novembre l'année suivante. Eh bien, je travaillais dans les bois. Dans les bois, et surtout quand je suis travaillé à la Standard Française des Pétroles. Parce que là, on était payé à la tâche. Alors que quand j'étais à la CCI, on était payé à l'heure, si je me souviens bien. Et là, on dit le charbonnier mettre ses soies, c'était un peu ça. Donc, ce que j'ai essayé de faire, surtout, je ne voulais plus être enfermé à nouveau. Donc, j'ai écrit à la Standard Française des Pétroles, qui m'ont répondu que le pétrole allait revenir, qu'ils ne faisaient plus de charbon de bois. Sinon, je serais retourné vivre dans les bois. Parce que j'aurais été libre là. Et j'ai été obligé, j'ai repris mon travail de tourneur pendant plusieurs années. Et puis, je me suis marié à l'époque. J'ai eu des enfants. Et puis en 1951, après, vous savez, nous, les résistants déportés, quand on est revenu, on ne savait pas qu'on avait une pathologie aussi. Pour un oui ou pour un non, on se mettait dans des rages pas possibles. Ça m'arrive encore d'ailleurs le matin en regardant la télé, mais ça c'est encore autre chose. Mais là, pour un oui ou pour un non, on faisait une réflexion, je quittais on trouvait du travail comme on voulait à l'époque. Et en 1951, j'en avais marre d'être enfermé. J'ai fait une demande pour rentrer au Gaz de France dans une de leurs usines de maintenance. Et j'ai passé un examen, mais ils n'avaient plus de place dans les usines. Et j'avais un très bon salaire à l'époque, vous savez, tourneur professionnel, j'étais tourneur outilleur. Et donc, ils m'ont dit, oui monsieur, on veut bien vous embaucher, mais comme releveur. Releveur de compteur, moi j'ai dit après tout, releveur de compteur, je passe dans les maisons, je vais être libre, j'aurai personne derrière mon dos. Et j'ai accepté. Évidemment, j'ai débuté au bord de l'échelle et le salaire n'était pas... je gagnais moitié moins que dans le civil. Mais j'avais le contact avec le public, c'est quelque chose d'important ça aussi. Et puis, je suis rentré quand même dans les industries électriques et gazières qui avaient été nationalisées grâce à un déporté résistant qui s'appelait... résistant et pas n'importe lequel, qui s'appelait Marcel Paul, qui fait partie du comité de français de libération du camp de Buchenwald, avec le Frédéric-Henri Manès, un adjoint de Jean Moulin, qui en 1945 ont créé notre fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, dont je suis devenu malgré moi le 14 novembre le président délégué. Alors que moi, il y a quelques années, je ne me doutais jamais de ce qui allait m'arriver. Bon, j'ai accepté pour continuer l'œuvre de notre prédécesseur. Et là, j'ai appris qu'on avait des offres sociales dans l'industrie électrique et gazière et des colonies de vacances. Donc, j'ai décidé, j'en ai parlé avec mon épouse,
Pendant 2 ans, j'ai fait moniteur dans ces colonies de vacances pour m'occuper de jeunes, parce que cette jeunesse, à l'époque, elle avait besoin d'être bien nourrie d'ailleurs, et je ne peux pas dire que c'était une réussite ma première année, et j'ai tellement ramené ma science pendant ces 2 années où j'étais moniteur que quand j'ai voulu diriger une colonie de vacances, on m'a dit non, tu ramènes toujours ta science sur la nourriture, tu seras économe. Et de 1956, parce que j'ai fait 2 ans économe adjoint, de 1956 à 1968, je me suis occupé d'économat de colonies de vacances, en étant économe acheteur. En plus, donc j'allais au hall acheter la marchandise, je la dispatchais, je faisais moi-même, je remplissais moi-même mon camion, je livrais les colonies dont une où j'étais l'économe, et je peux dire que j'ai fait le maximum pour cette jeunesse, pour qu'ils aient on était obligé par l'éducation nationale d'avoir des menus équilibrés, ce qu'ils n'avaient pas toujours chez eux et qu'on n'a pas toujours à l'actuel. On avait des menus spéciaux à faire pour ces jeunes qui restaient il y a 3 semaines ou 1 mois dans leur colonie de vacances. J'ai laissé une partie de ma carrière, mais j'ai jamais regretté ça parce que, vous savez, s'occuper de la jeunesse, c'est quelque chose de sensationnel. Et puis en 1971, on m'a dit, Villeray, il faut partir à Val d'Isère ou diriger une maison de vacances familiale. Donc là, c'était pour m'occuper d'adultes et de leur famille. J'étais pas chaud pour y aller. Moi, ma vocation, c'était les jeunes. On m'a fait comprendre que c'était à prendre ou à laisser. Donc j'ai pris et je me suis occupé de famille. Mais quand j'étais économe, en plus de mon travail d'économe, eh bien, j'avais appris à faire de la pâtisserie. Donc, je pouvais me permettre le dimanche, ça nous coûtait moins cher. J'allais pas voir le pâtissier, on faisait la pâtisserie nous-mêmes, les tartes, les millefeuilles, les choux à la crème, les génoises pour les anniversaires. Tout ça, je sais encore le faire aujourd'hui. Et quand j'étais en maison familiale, j'ai fait exactement pareil, de 71 à 80. En 80, on m'a foutu à la porte parce que je ne voulais pas m'en aller. Et on m'a dit, il y a trop de chômeurs, donc c'est le moment de partir. Et donc j'étais à la retraite. Mais ça n'a rien changé, vous savez, il y a toujours autant de chômeurs. Hein. Et sinon, je serais encore peut-être à la tête d'une maison familiale de notre sociale. Et aujourd'hui, eh bien, je m'occupe surtout des jeunes, donc je passe dans les CM2, je passe dans les collèges, je passe dans les lycées. Les adultes, j'ai rien à leur apprendre, mais c'est à la jeunesse. C'est à vous, il n'y a rien à faire. C'est nous, dans le fond, quand nous étions jeunes, nous, on a fait partie, ouais, on a quand même une histoire, nous, les résistants. Vous savez, n'oublions pas que les femmes dans la résistance comment dirais-je, ont servi, ont joué un grand rôle, un rôle extrêmement important. S'il n'y avait pas eu cette participation des femmes, peut-être que l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. N'oublions pas que dans toute l'Europe occupée, des femmes, des hommes ont laissé leur vie, des femmes, des mères de famille. Des mères de famille ont été arrêtées, déportées, mortes dans des conditions effroyables, parce que là, il y avait la parité, croyez-moi, entre les hommes et les femmes. Elles ont été héroïques, ces femmes. Il y a un convoi qui est arrivé à Auschwitz au mois de janvier 1943, et bien sur ces 230 femmes, nuit et brouillard, il n'en est revenu que 59 en 1945, vous voyez. On était condamnés, tout le monde était condamné à ne jamais revenir. Et j'ai un très grand respect pour le sexe féminin, parce que sans elles, jamais, sans tous ces résistants, on aurait connu pareil. Est-ce que les Alliés l'auront emporté? On ne saura jamais, on ne peut pas refaire l'histoire. Et l'année dernière, quand le président Macron a été élu, je me suis permis de lui adresser une lettre, et lui disant, Monsieur le Président, je lui ai décliné mes titres, si le dernier dimanche d'avril
2018, vous daignez venir à l'Arc de Triomphe pour cette journée nationale des héros. Nous ne sommes pas des héros, on a fait ce qu'on avait cru faire à l'époque avec nos moyens. Si vous venez à cette journée, eh bien, vous saurez honorer tous ces résistantes et ces résistants européens, puisqu'on est en Europe, je n'ai pas mis ça, puisqu'on est en Europe, hein. Mais vous serez le premier président de la République à le faire. Depuis 1954, où il a été voté une loi, c'est les députés qui l'ont voté, et je ne sais pas si c'était véritablement exprès ou autre, mais eux, là je suis passement matérialiste, mais est-ce qu'ils ont voté cette loi parce qu'en la faisant cette journée du dernier dimanche d'avril, donc c'est pas un jour férié le dimanche, donc déjà ça coûte rien, donc tous les derniers dimanches, c'est une journée spéciale. Et je peux vous dire que depuis des années que je passe dans les collèges, les lycées, les CM2, j'ai jamais retrouvé à cette cérémonie-là quelqu'un qui vienne me dire « Monsieur, vous vous rappelez quand vous êtes venu dans mon école ou dans mon lycée ou dans mon collège ?» Non, vous êtes pris après, aujourd'hui, si vous êtes intéressé, vous êtes pris par ce que je vous raconte. Mais est-ce que, à cette journée du souvenir des héros de la déportation, est-ce que quelques-uns d'entre vous iront rendre hommage au monument aux morts comme on le fait? Moi, ce jour-là, je vais vous dire ce que je fais. Le matin, à 9h du matin, je suis à Maison-Alfort. Je le fais depuis que j'ai pu le faire. Eh bien, ce matin-là, je représente évidemment la déportation, puisque je revêt cet uniforme rayé. Je chante le chant des marais. Ensuite, comme c'est décalé du nord avec ma commune, Alfortville, où j'habite, ma véritable commune, c'est Maison-Alfort, où je suis venu habiter en 1930 jusqu'en 1964. Eh bien, là, 1966. Et ensuite, je vais à Alfortville, et je rechante le chant des marais. Et là, il me demande de chanter le chanteur partisan. Je chante le chant des partisans. Et l'après-midi, je vais à la Shoah. À la Shoah, c'est rue Geoffroy-Lanier. Là aussi, je suis enrayé. Bon, depuis que je suis président délégué, je dépose la gerbe. Et quand c'est fini, on va à la crypte de l'île de la Cité. Là, qui est réservée à la déportation, à toute la déportation. Et quand c'est fini, on termine à l'Arc de Triomphe à 18h30. Alors vous voyez que c'est une journée véritablement chargée. Est-ce que c'est ce que je vais faire si je suis encore de ce monde le 29 avril 2018, et en même temps c'est l'anniversaire de la libération de Dachau. Bon, comme je disais, le président Macron a quand même mis plusieurs mois pour me répondre par une lettre d'un sous-fifre, si on peut dire, me disant qu'il regrettait infiniment, mais que ce jour-là, il ne pouvait pas donner satisfaction à ma requête, disons à mon association. Mais il marche à côté de ses godasses, parce que je ne lui demandais pas au nom de mon association, je lui demandais ça au nom de toute la résistance et de la déportation. Et ben cette année, depuis 1954, il n'y a aucun président de la République qui a daigné venir ce jour-là déposer une gerbe et raviver la flamme à l'Arc de Triomphe. Vous voyez? Eh ben, le prochain président, ça sera dans 5 ans. Je ne sais pas si je serai encore là pour écrire au suivant. S'il est réélu d'ailleurs. Mais rien n'est sûr de ce côté-là. Vous voyez, c'est pas. Mais vous voyez, j'ai cette satisfaction, j'aurais pu lui répondre. Et je ne vais pas entamer une polémique, j'ai autre chose à faire que d'entamer une polémique avec le président de la République pour comment dirais-je, pour cette cérémonie. En 2015, le président de l'amicale Nazeler-Trotov me téléphone, il me dit « Bill », j'ai dit « Oui, il faut que tu viennes, cette journée de la déportation, il faut que tu viennes au camp de Nazeler ». Je lui ai dit « Pourquoi faire ?» Il m'a dit « Parce qu'il y a le président Hollande qui vient inaugurer l'assassinat de 86 juifs pour une collection au professeur Hirt. » Je lui ai dit « Mais moi, j'en ai rien à foutre du président de la République qui vient
ce jour-là. Moi, ce jour-là, je suis dans ma commune et je vais le soir représenter mon association, la FNDRP, à l'Arc de Triomphe. Et je ne suis pas allé. Ah ben, j'ai été mal vu, il paraît, mais je ne suis pas allé ce jour-là. Moi, la journée de la déportation, c'est dans ma commune, c'est pas au camp où j'étais. Et si le président de la République avait voulu le voir, il avait qu'à revenir au mois de juin, où tous les mois de juin, on fait une grande veillée le soir. D'ailleurs, je chante La Voix du Rêve, une chanson qui a été créée à l'époque par un déporté aveugle qui s'appelle La Voix du Rêve, et que j'ai ressorti d'un tiroir où elle était restée enfermée pendant des années, et que je chante tous les samedis, tous les derniers, troisième samedi de juin, cette veillée au flambeau. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, un président de la République qui n'est pas foutu de venir raviver la flamme à l'Arc de Triomphe. Aucun depuis 1954. Bonjour. Moi, je me demandais, après tout ce que vous avez vécu, quel est votre rapport avec l'Allemagne aujourd'hui? Après tout ce que tu as vécu, quel est tes rapports avec l'Allemagne maintenant? Ah mais moi, ce que j'ai vécu, moi, je le dis, on nous a parlé de réconciliation. Vous savez, c'est grave ça, parce que on nous demande de nous réconcilier. Le général de Gaulle, lui, qui est quand même, c'est quand même, pour moi, c'était une idole en 1940. Hein. J'ai pas peur de le dire. Au mois de juin 1970, je crois, attends, 1970, eh bien, venait inaugurer non, c'est 1960, je crois, un peu importe, hein. Oui, 60. Il venait inaugurer le mémorial de la déportation au camp de Nazveler-Sonthof, et en 1963, donc j'ai laissé une liste, d'ailleurs, de ces criminels du camp de Nazveler-Sonthof, qui avaient été condamnés à mort, graciés par le président Coty. Eh bien, il a libéré, lui, le général de Gaulle, en 1963, pour le fameux traité de réconciliation franco-allemande. Il a libéré le général Auberg, qui avait été condamné à mort, gracié par Coty, à perpétuité. Libéré, en douce, il est à la prison de Mulhouse. Hermann Traut, dénommé Fernandel, est condamné pour 361 assassinats, condamné à mort, gracié par Coty, libéré par le général, et 10 ans après, il mourait pieusement dans son lit, alors qu'il n'y avait pas plus anticlérical que lui, et puis bien d'autres. Alors vous voyez, il y avait autre chose pour se réconcilier avec un adversaire. Et moi, pour répondre à cette question, je n'ai pas à me réconcilier avec les gens qui ont élu démocratiquement Hitler. C'est grave. Je l'ai écrit, on m'a demandé ce que j'en pensais. Je l'ai écrit, c'est dans les archives du camp. J'ai écrit que, oui, moi j'en voulais une certaine partie du peuple allemand parce qu'ils ont élu le chancelier, mais ils ont laissé ces hommes, ces nazis, mettre le grappin sur la jeunesse. Et cette jeunesse, les Hitlerjugend, c'est eux qui, en 1939, ont déferlé sur l'Europe, parce qu'on les a modelés comme on voulait. La jeunesse, quand on apprend de bonheur, on en fait ce qu'on veut. Vous voyez, les garçons, les filles. Et quant à me réconcilier avec la jeunesse allemande d'aujourd'hui, d'ailleurs, moi j'avais un chef de bloc où j'étais au camp d'Alac. J'avais un chef de bloc qui était un triangle rouge. Ça n'empêchait pas de temps en temps de balancer une paire de gifles ou autre, mais c'était quand même un communiste quand même. Mais vous savez, quand vous avez... Il était là depuis 1933, lui, quand vous arrivez à 45, ça fait 12 ans, même s'ils ont un régime favorable quand même, puisqu'il est encore en vie, et ils avaient droit de vie et de mort sur nous, en général, on ne leur posait pas de questions. Eh bien, j'ai pas à me réconcilier avec eux, la jeunesse allemande d'aujourd'hui, elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable, sauf ceux qui ont suivi la trace de leurs anciens. Il y en a encore, évidemment, le nazisme n'a pas été éradiqué, comme on dit. Mais moi, vis-à-vis aujourd'hui de cette jeunesse, de cet Allemand, je ne peux quand même pas leur reprocher. Ils le savent, ils connaissent. Donc, j'ai aucun grief contre cette jeunesse, absolument pas. Sinon, à quoi ça sert? Si on rassasse tout ça, non. Cette jeunesse, eh bien, c'est à elle de choisir aujourd'hui ce qu'il faut faire. C'est tout.
ça correspond bien à ce que tu me demandais. Bonjour, je voulais vous demander quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans les camps. Le souvenir qui t'a le plus marqué dans les camps. Le souvenir qui t'a le plus marqué dans le camp. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont on traitait un être humain. Bon, on a eu cette chance, vous savez, en définitive, il y a un certain Le Pen qui a dit il valait mieux être déporté que fusillé. Ben oui, il défonce des portes ouvertes. Si on avait demandé à chaque fusillé s'il voulait être déporté, il aurait dit oui. Parce que quand on est devant un peloton d'exécution, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Et là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et... Attends, rappelle-moi là. Oui, ce qui m'a plus choqué, c'est le 28 juillet 1944, à un appel du soir. On rentre évidemment du travail à 18h. On va sur la place d'appel, on fait l'appel, on nous compte, on nous recompte. On est compté d'abord par le chef de bloc, ensuite par le bloc Führer, puisqu'il y avait un bloc Führer un SS pour chaque bloc. Et ensuite, eh bien, une fois que les comptes étaient corrects, tout le monde pouvait aller prendre son repas du soir, si on peut dire. Et ce soir-là, on rentre dans le bloc, et on était à peine installés, on entend une trentaine, donc on retourne sur la place d'appel. Il manquait effectivement une personne dans un bloc. Ils refont l'appel, on revient, et là, la troisième fois, ils ont trouvé, et ils le savaient. En général, quand il manquait quelqu'un dans un bloc, c'était pas difficile. Mais dans ce bloc, c'était un des blocs qui était dans le bas du camp. Eh bien, il y avait un Polonais qui s'était assoupi, disons, qui s'était mis dans le faux plafond. Et je ne sais pas, il devait dormir lourdement parce qu'il n'avait pas entendu l'appel. Évidemment, ils l'ont retrouvé, ils l'ont cherché puisqu'ils savaient où il manquait. C'est le SS de l'infirmerie qui l'a fait monter, c'est pratiquement une centaine de marches. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter ce camp, je vous le suggère parce que ce camp et celui d'Auschwitz, c'est quelque chose. Là, à Nasviller, on va voir comment on assassinait les gens impunément, par des expériences, par le travail. Et Auschwitz, comment c'était programmé, comme les abattoirs de Chicago, tout était prévu. Et ça vaut le coup de voir ça une fois dans sa vie. Après, on a un autre point de vue de l'être humain. Eh bien, alors là, vous savez, maintenant je ne me rappelle plus. Ils ont retrouvé le gars. Oui, là, ils ont retrouvé le gars, évidemment. Donc, ils lui ont fait remonter ses marches. Ils le frappent. Le gars s'évanouit. Je voyais bien de l'endroit où j'étais sur la place d'appel. C'était le nommé Fernandel qui s'occupait de lui. Cet homme s'évanouit. On le met dans une brouette. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il foutait là, d'ailleurs. Et Fernandel lui balance un bouteillon, le contenu d'un bouteillon d'eau froide sur lui pour le raviver. Il n'y arrive pas, il lui balance le bouteillon sur la tête. Et donc j'étais pas loin de l'escalier central et j'ai vu redescendre cet homme couvert de sang sur un brancard. Et l'histoire dit qu'arrivé, on en a parlé dans un journal bien après de cet assassinat. Et il est mort en arrivant en bas, parce qu'ensuite, il avait droit aussi à aller dans cette prison, dans le bunker, où là, évidemment, suivant l'infraction constatée par les SS, eh bien, il avait droit tous les jours à un certain nombre de coups de nerf de bœuf, mauvais ravitaillement, enfin tout ce qu'il fallait pour comment dirais-je, détruire un être humain de plus en plus, quoi. Voilà, j'ai toujours cette image de cet homme que je vois passer à côté de moi sur ce brancard avec la tête ensanglantée. Voilà, ça m'a frappé aussi. Monsieur Villeray, on va vous remercier pour ce témoignage. Déjà fini ? Il est déjà midi et c'est vrai que nous devons libérer les lycéens. Vous remercier au nom de tout l'établissement pour ce témoignage exceptionnel et poignant. Une occasion aussi pour nous tous de se souvenir
Je remercie aussi les membres de l'association qui ont bien voulu organiser ce moment avec vous. Et j'espère que les élèves garderont aussi en mémoire vos paroles et les transmettront plus tard aussi à leurs enfants. Je vais demander aux lycéens de bien vouloir se lever et de vous applaudir. Merci, monsieur.